Le Cercle RH, notre débat d'actu pour parler de l'assurance chômage et plus précisément de la réforme de la rupture conventionnelle. Alors, vous qui êtes salarié avez peut-être déjà vécu cette fameuse rupture où on va voir son directeur, son DRH pour simplement se séparer à l'amiable. Ça évite d'aller devant la justice, les prud'hommes, et puis ça fluidifie finalement la sortie d'un collaborateur. Ça a un coût. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que le gouvernement a commencé à évoquer la réforme de cette rupture conventionnelle. Ça avait été un débat de dialogue social, MEDEF et partenaires sociaux entreprises. On en parle avec mes invités pour avoir aussi leur avis sur le bien fondé ou pas de cet accord signé par 3 syndicats, la CFDT, la CFTC et FO. Avec moi, Frédéric Bézier. Bonjour Frédéric, ravi de vous accueillir dans le débat d'actu. Premier passage dans ce débat, mais pas le dernier. PDG de ACE France, cabinet de Transfo RH. Alors, je sais pas si... De conseils, de recrutement, c'est très très large. On parlera avec vous, peut-être en tant que chef d'entreprise aussi, parce que vous êtes confronté aussi à ces sujets. Face à vous, Laurent Capelletti. Bonjour Laurent. Bonjour. Très heureux de vous accueillir, chercheur au CNAM, spécialiste de ces sujets liés au travail, qui est venu d'ailleurs nous éclairer sur des chiffres, sur le coût caché des risques psychosociaux. Et d'ailleurs, ce chiffre avait fait couler pas mal d'encre sur les réseaux sociaux. Et enfin, avec nous, un économiste, Sylvain Bersinger. Bonjour Sylvain. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Vous êtes économiste. Bersinger-Co, c'est votre entreprise. Et vous allez nous éclairer peut-être sur les masses, sur les volumes, les grandes masses autour du coût social, du coût économique de l'accompagnement des chercheurs d'emploi. D'abord, un petit mot, vous, chef d'entreprise. Vous avez déjà eu à gérer des ruptures conventionnelles ? Oula, bien sûr, comme tous les chefs d'entreprise. Je cherche pas à vous mettre en porte-à-faux. Non, pas du tout. Il y a le débat théorique, bien il y a le débat de la réalité. Le débat théorique, c'est qu'il y a 3 grandes modalités de séparation, la démission, la rupture conventionnelle et le licenciement. On va dire que, en tout cas, en tant que chef d'entreprise, la rupture conventionnelle, c'est une manière simple de pouvoir se séparer et en tout cas de mettre le sujet sur la table. Donc ça, en tant que chef d'entreprise, on accueille cette simplicité. J'affine un peu. Oui. Là, le salarié est venu à vous et vous a dit « Monsieur, franchement, libérez-moi, j'en peux plus ». Ou vous êtes allé à lui en lui disant « Je te libère, on n'en peut plus ». Et ça se passe dans les 2 sens, nécessairement. C'est-à-dire, il est venu à vous, vous êtes venu à lui. Parce que c'est rare qu'au même moment, on fasse un pas l'un vers l'autre en disant « Tiens, si on parlait de rupture conventionnelle ». En fait, dans les 2 sens, dans le cadre d'une entreprise, ce qui est important, c'est pouvoir se dire qu'à un moment donné, il y a une modalité au travers de laquelle, légalement, l'entreprise ou le salarié est dans une posture où il peut simplement exprimer le fait de vouloir se séparer de son employeur. Et ça, c'est quand même une modalité qui est quand même bienvenue dans un contexte légal qui est assez réglementé et qui est assez cadrant. Vous en pensez quoi, Laurent Capelletti ? Parce qu'on va revenir évidemment sur l'accord qui a été trouvé par les syndicats qui réduit la durée d'indemnisation. C'est pas tout de suite. On est encore dans 6 ans. On a encore quelques ruptures conventionnelles. Les effets, voilà. Il fallait la réformer, cette rupture, ou pas ? Parce qu'en fait, elle fait plaisir à tout le monde. Les partenaires sociaux trouvent ça bien, les patrons trouvent ça pratique. Pourquoi la réformer ? Bon, je vais être caricatural, vous m'excuserez, mais en fait, pourquoi nous sommes le seul pays européen à avoir cette rupture conventionnelle à la française ? Alors, seul pays européen quand on compare aux pays qui ont des taux de chômage bas, avec des systèmes sociaux équilibrés, c'est parce que ça coûte un pognon de dingue. Tiens, ça me fait penser à une petite phrase, ça. Excusez-moi, mais Alors, le ministre, le Premier ministre, disent c'est 9 milliards de coûts visibles, d'indemnités visibles, mais 500 000 pendant un an de non-production, ça fait 40 milliards de PIB en moins. Donc en fait, le coût de cette rupture conventionnelle à la française, c'est 9 plus 4, allez, 50 milliards d'euros par an. À l'amiable, financé par la collectivité. Donc, bien sûr qu'au Danemark, en Allemagne, en Italie, il y a des systèmes amiables de rupture, mais à ce moment-là, on fait ça sans appeler la collectivité. C'est-à-dire qu'ensuite, pour avoir des indemnités chômage, c'est beaucoup plus compliqué, voire c'est pas possible. Au Danemark, flexi-sécurité, c'est impossible. On fluidifie la sortie, et ensuite, on met le paquet sur le retour. La reprise d'un emploi. Enfin, l'argument, c'est de dire, on va fluidifier la sortie. Mais ça rapporte rien de fluidifier la sortie. Ça rapporte si on sécurise la retour. Là, on rebondit très bien vite. sûr. C'est pour ça, on en reparlera tout à l'heure, que la négociation qui a été faite est pas mal, parce qu'elle revient dans l'esprit flexi-sécurité. C'est-à-dire qu'on diminue donc les indemnités,
Et en plus, on renforce l'accompagnement au retour à l'emploi. Sylvain Bersinger, durée d'indemnisation qui passe donc de 18 à 15 mois, donc c'est pas un coup de fusil colossal, mais on réduit la durée avec des mesures d'âge, parce que avant 55 ans, après 55 ans, pour des économies, là je me tourne vers vous, de l'ordre de 500 millions d'euros par an en moyenne lorsqu'elle sera en rythme de croisière, ce qui ne sera pas le cas l'année prochaine. Il faut que le Parlement vote la loi, ratifie, et on rentrera en élection présidentielle. Ça a encore le temps de changer. Vous en pensez quoi de cette mesure ? Elle était juste ? Je pense qu'il y a un point qui va être central dans tous les débats économiques et sociaux en France ces prochaines années, c'est qu'on a des finances publiques à l'agonie. Et je pense que la présidentielle de 2027 et après toutes les questions économiques, depuis 30 ou 40 ans, dès qu'il y avait un peu un problème, on faisait un petit peu de dette publique et puis ça permettait de glisser un peu les problèmes sur le tapis. Je pense que là, on va commencer. Je ne dis pas qu'on aura une crise de dette publique demain, mais je pense qu'on est en train d'arriver quand même à un point où ça ne pourra pas durer encore éternellement. Donc je pense que de toute façon, tous les débats qu'on aura sur ces sujets-là et sur les sujets économiques et budgétaires d'une manière générale, ils vont à peu près tout le temps être vus sous l'angle de où est-ce qu'on peut raboter un petit peu. Donc oui, alors là, effectivement... c'est du rabot, là. On commence par le rabot. C'est pas, voilà, on n'est pas sur des sommes qui vont régler le problème des finances publiques d'un claquement de doigts, évidemment pas. Mais je pense qu'on va être dans les années, les décennies à venir, sur à peu près tous les débats qui concerneront de l'argent public, dans une logique où, il faut trouver des sources d'économie. Donc je pense que ça s'inscrit aussi dans cette dynamique plus globale. Mais ce qu'évoquait Laurent, qui est l'idée que la collectivité, en fait, c'est nous qui allons prendre en charge les 400 000. Il y a eu un débat lancé par France Travail qui est un peu pointer du doigt les personnes, les salariés, souvent des cadres, quand on regarde la sociologie, souvent des cadres qui, pendant plusieurs mois, vont s'arrêter de travailler et vivre évidemment de leurs indemnités. Et France Travail dénonçait de mémoire 400 000, 450 000 personnes qui seraient en situation un petit peu d'interprofessionnel. On fait une pause. De confort. De confort. Je vous vois sourire, il y a de ça. C'est-à-dire le cadre se dit, je vais avoir au moins 12 mois où j'ai un salaire propre, garanti, pas à 100%, mais pas loin, et je vais pouvoir m'adonner à soit du repos, soit à construire un projet. Est-ce que ça préfigure quand même, sur ce que nous dit Sylvain, du début de quelque chose, d'une réforme plus vaste ? Parce que ça fait très longtemps qu'on nous dit qu'il faut réformer l'assurance chômage, dans sa durée, dans le montant de ses indemnités. Est-ce que vous, le chef d'entreprise, vous y souscrivez ? Est-ce que vous dites, oui, on est arrivé à un moment de notre histoire, les déficits, le rapport au travail, où il est temps peut-être de réduire tout cela ? Nécessairement. Après, la question, c'est quel est l'objectif ? Parce qu'aujourd'hui, les cotisations qui pèsent sur les entreprises ont aussi augmenté dans le cadre des ruptures conventionnelles. Donc, il y a eu des impôts. Et là, je pense que, comme vous contribuez, c'est ce que vous dites. On contribue davantage. Depuis récemment. L'objectif pour le gouvernement ici, c'est de réduire ses dépenses et son train de vie. Donc après... Je vois la balle, vous dites, nous on veut bien faire des efforts, mais on paye déjà, c'est à l'État de se serrer la ceinture. C'est comme ça que vous le dites. Non, je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ce débat entreprise et gouvernement. On est tous dans le même endroit. Okay, on est en France, et donc il faut tous contribuer à faire des efforts. Et ça, c'est mon optique. La rupture conventionnelle, c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment un outil formidable depuis qu'il existe pour pouvoir fluidifier les conversations et ne plus tomber dans des pièces de théâtre argumentées dans lesquelles il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup de tension. On a les avocats en rajoutent un peu. Aussi, nécessairement, c'est leur travail. Ouais. Et donc, je trouve que, en tout cas, c'est bien d'y penser, parce qu'à la collectivité, globalement, ça coûte cher, que nécessairement, on est un pays avec un taux d'endettement élevé, et que c'est bien aussi de maîtriser ses dépenses. Vous en pensez quoi, Laurent Cappelletti, sur quand même, il avait été question, là j'ai lu dans des papiers du Monde, qu'il fallait même toucher, faire une réforme plus en profondeur, donc plus efficace, même en termes d'économie. Bon, on s'arrête la rupture conventionnelle, mais est-ce que ça indique que c'est la première étape peut-être d'un... Oui, parce que... Voilà, quelque chose de plus vaste lié au déficit. Oui, parce que alors c'est pas seulement lié au déficit, c'est-à-dire que, en fait, dans les raisonnements budgétaires publics, il faut aussi raisonner en valeur, c'est-à-dire ça coûte combien, ça rapporte quoi. Donc ça rapporte quoi cette dépense. Ouais. Parce que si ça rapporte beaucoup plus que ce que ça coûte, faut pas y toucher, vous voyez. Bon, alors bien ça c'est la première chose. La rupture, elle coûte quand même. Alors elle coûte justement. Et deuxièmement, quand on fait l'analyse des coûts, elle coûte à l'entreprise et à la société. Coûts visibles et coûts cachés. Vous l'évoquiez, 40 milliards. Et comme ça on y va. Mais est-ce qu'il faut aller plus loin? Il faut aller plus loin parce qu'en fait, cette réforme qui date de 2008 à l'origine, en fait, elle est viciée. C'est-à-dire c'est une flexi-sécurité qui n'a pas été jusqu'au bout. Oui. C'est-à-dire, oui, fluidifier la sortie, bien sûr,
mais ça n'a d'intérêt que si on active fortement le retour. Oui. Donc on a fluidifié la sortie avec des indemnités, mais sans donner plus d'activation au retour, comme ça se fait au Danemark, comme ça se fait dans les pays en fait, qui ont mis en place ce système. Et c'est ça qui est un peu dommageable, c'est qu'avec cette réflexion, en fait, on est plus dans une réflexion de réduction de coûts et pas de retour à l'emploi ou de création d'emplois. Exactement, donc on est dans une logique de réduction de coûts. Deuxièmement, bon, je suis navré de le dire, en fait, ça bénéficie... en fait, c'est un effort de management évité, en fait. C'est ça. On se rend compte que dans les départs, dans les ruptures conventionnelles, il y en a à peu près entre 400 et 500 000. Une moitié aurait pu être évitée par une négociation, non pas sur comment on se sépare, mais comment on reste. C'est très juste. C'est souvent des tensions managériales. Hein. Exactement. Je supporte plus mon manager, il m'a mal parlé, ça fait trop longtemps que ça dure. Et inversement, des dirigeants qui disent, bon là, au niveau performance, il n'y est pas, etc. Avec un peu de formation, avec un peu de si on met un peu d'eau dans son vin, c'est ça. On aurait pu la remonter. Voilà. Ouais, c'est intéressant. La moitié pourrait être évitée. Moitié, voilà. Ouais, c'est ça. Il y a une moitié, bon, ok. Il y a une moitié, ça fait 20 milliards, une moitié. Ouais, ça représente une somme. Et puis ça permet d'éviter du recrutement derrière, qui a un coût, pour être précis, parce que recruter, ça coûte très cher. Voilà, exactement. Sylvain, la partie macro, parce qu'il y a quand même toute une vision un peu libérale, parce que le débat présidentiel, il est là. On est presque en train d'enjamber les municipales. On est déjà lancé dans la présidentielle, qui est de dire remettons les salariés au travail, arrêtons ces indemnités qui coûtent très cher et qui ne créent pas finalement de dynamique d'emploi. C'est le débat qui va être posé. Vous avez mis les déficits sur la table, mais il y a ce débat-là qui est posé. Oui, mais je pense que sur le débat qu'on a, c'est aussi... en fait, le marché du travail, il est en constante évolution. Et donc, c'est normal qu'il y ait toujours des salariés qui quittent des entreprises, qui aillent dans d'autres. Et c'est un mécanisme sain. Et c'est vrai que je pense que l'idée de cette réforme qui a été lancée en 2008, quand il y avait la crise, et donc une hausse du chômage, et puis des restructurations très fortes. Hein. Voilà. Et donc, l'idée, c'était de permettre cette fluidification. Et cette idée, elle est bonne, je trouve. Cette idée d'essayer de ne pas que des gens se sentent enfermés dans une entreprise, dans un poste où peut-être ils sont plus trop à leur place, placardisés. Il y a quand même un certain nombre de gens qui sont placardisés, ce qui pose de gros problèmes de coût et de productivité. Donc cette idée d'une fluidification, je pense qu'elle est intéressante et il faut la préserver. Après, c'est vrai que ces ruptures conventionnelles créent des effets d'aubaine et vous l'avez dit, avec un coût assez important. Les syndicats, j'ai retrouvé, les signataires insistent, hein, ça reprend ce que dit Laurent, quant à la nécessité de permettre le retour vers l'emploi le plus rapidement possible de ces demandeurs, puisqu'en fait, il ne faut pas qu'il y ait, notamment pour les plus de 50, quand on voit la difficulté qu'on a à retrouver un emploi après 50 ans, ils s'arrêtent 15 mois, et puis ça y est, ils sont sortis de la filière. Je vais remettre un peu les pieds dans le plat. En fait, en France, paradoxalement, il n'y a pas besoin de fluidifier. Il y a 2 millions de démissions par an. Ça a augmenté de 100% en 10 ans. Donc si on fait 2 millions et 450 000 ruptures, hein, c'est intéressant. Alors en tout, sur 100 départs, il y en a 30 qui seront normaux, c'est des fins de contrat, des retraites, etc. 10, c'est des licenciements. 10, en gros, c'est des ruptures conventionnelles. Et 50%, la moitié, ça a augmenté de 100% en 10 ans. Ciao, je m'en vais. Ciao, je m'en vais. Et c'est des gens qui prennent leurs risques. Oui. Donc, on pourrait dire aussi que ce système, donc c'est très bien de le réformer. À mon avis, il faudrait le réformer encore plus. Donc, il y a ceux qui prennent le risque et ceux qui prennent pas le risque. Mais en plus, on pourrait trouver que c'est très inéquitable par rapport à ceux qui prennent le risque. Bah oui, c'est tout à fait vrai. Non, mais là, vous mettez les pieds dans le plat, parce qu'en disant ça, parce que les gouvernements nous regardent, on va avoir le ministre du Travail bientôt, je vais lui poser la question. Donc, il y aurait les courageux qui auraient le courage de dire, écoutez, moi, votre stratégie, elle me plaît pas, je démissionne. Puis il y a ceux qui ne seraient pas courageux. Et en plus, ceux qui démissionnent retournent à l'emploi plus rapidement. Parce qu'en fait, souvent, ils ont anticipé, etc. Souvent, ils ont déjà un emploi. Alors que la rupture conventionnelle, en fait, on se rend compte que le temps d'indemnité chômage est très long. Ah, vous voyez qu'on en revient à mon sujet de plus longueur. Long que, et donc, ça ramène que la moyenne. Juste un mot qu'on n'a pas évoqué, le chef d'entreprise que vous êtes, Sylvain l'est aussi, mais je crois qu'il a moins de salariés. La notion de chantage à l'emploi, c'est-à-dire, il vient vous voir, on vous dit, écoutez, on vous met un peu le pistolet sur la tempe. On vous dit, écoutez, voilà, je ne veux pas faire d'histoire, je crois que ça se passe bien, parce qu'il y a comme une partie de droit légal dans la rupture conventionnelle, il faut le préciser. Et ensuite, il y a une partie qui est de gré à gré, supralégale, que vous allez négocier. Absolument. On est d'accord. Et sur lequel vous allez parfois dépenser de l'argent. Oui. En fait, il y a beaucoup de démissions qui sont aussi déguisées en rupture conventionnelle, on l'évoquait. On est d'accord. Oui, mais il y a aussi des licenciements qui sont déguisés en rupture conventionnelle. Ça marche dans les deux sens. Aujourd'hui, en tout cas, le déguisement n'existe pas vraiment, puisque c'est un recours légal, il existe, et donc il y a 3 voies aujourd'hui, donc on emprunte celle qui... je sais pas, l'employeur peut très bien dire, mais si vous n'êtes pas content du management, vous démissionnez. Absolument. Mais c'est intéressant, je pense que la démission, elle est quand même toujours le mode de sortie privilégié des salariés français. Ça a été aussi favorisé dans un contexte
dans lequel il y a aussi un taux de chômage qui a été en baisse depuis 10 ans, et dans lequel peut-être il y a un contexte économique et qui remonte légèrement aujourd'hui. Donc peut-être ce serait intéressant de voir s'il y avait une dégradation qui s'amplifie en termes de taux de chômage. Laurent Capelletti, comme il n'a pas sa langue dans la boche, vous avez une vue très d'expert. En fait, moi j'entends, je m'excuse de reprendre ce que vous dites, il y a 3 syndicats qui disent il faut permettre l'accompagnement et d'accéder plus rapidement à l'emploi, c'est ce que vous évoquez, mais vous dites quand même en creux que il faudrait qu'on prenne son courage, quand on veut quitter une entreprise, on la quitte, et que ce n'est pas la peine de toucher 5 000 euros pendant 15 mois. Et la majorité des Français et des dirigeants assument la démission, puisque c'est la part la plus importante des départs. L'accord, il est intéressant parce que justement, il revient sur la rupture conventionnelle en réactivant sa part retour à l'emploi. C'est là où c'est intéressant. Mais comment ça va marcher très concrètement? Alors, il va y avoir un accompagnement plus soutenu, plus actif. Travail. Et moi, je pense que là, il faudrait y aller carrément, c'est-à-dire, il faudrait faire de ce segment rupture conventionnelle notre expérimentation de flexi-sécurité. Oui. Vraiment, j'en suis convaincu. Donc une prise en main plus approfondie. Plus approfondie. Par France Travail, on est d'accord, Laurent? Par France Travail. Okay. Et au bout de, comme au Danemark, on a droit à refuser si c'est justifié. Si c'est pas justifié, on est obligé de prendre le job. En tout cas, le sujet sociétal, il est intéressant. C'est la contrepartie. La contrepartie, vous voyez, la contrepartie à l'amiable de bénéficier quand même d'indemnités. Mais je fais l'effort de prendre un emploi. Voilà. Prendre cette dépense et de se dire, elle apporte quoi à la société française? Je pense que c'est le bon sujet, en fait. Exactement. Que le gouvernement devrait traiter, c'est de se dire, c'est une dépense, ok pour la réduire, mais on va continuer de la dépenser. Cette dépense, elle pèse pour la société, mais elle pèse aussi pour les entreprises. C'est quand même un coût pour les entreprises. Et finalement, pour faire quoi? Si ce n'est pour offrir du confort à des salariés qui sont entre 2 emplois, en fait. C'est ça qui va se passer. Sylvain, juste, vous allez le confirmer, 20 millions d'euros la première année, on l'évoquait tout à l'heure, 270 millions d'économies la seconde, 760 millions la troisième, 940 millions à partir de la 5e année. Donc, je veux dire, évidemment, la première année, l'année prochaine, à condition que le Parlement ratifie, c'est un peu indolore. Mais globalement, quand même, on frôle le milliard quand même à la 5e année. C'est-à-dire que ça représente une économie quand même. Non, mais alors c'est sûr qu'il y a un effet progressif et c'est logique puisque le temps de la mise en place. Mais je pense que ce que vous disiez est assez juste, c'est-à-dire qu'il faut voir le coût, l'impact budgétaire en santé finances publiques. Et comme je le disais, je pense que de toute façon, il n'y a plus vraiment de marge de manœuvre pour dépenser de l'argent à droite à gauche. Mais je pense que le point central dans une économie, c'est aussi qu'est-ce qu'on crée comme richesse. Et donc la question du retour à l'emploi. C'est pas tant le problème de perdre un travail. La perte d'emploi, même le licenciement, c'est pas un problème en soi. C'est un problème si derrière, il n'y a pas de... La question, c'est le rebond. Et donc, avant de nous quitter, nous sommes un peu... On va être en retard. J'ai peur que... Si on devait réformer l'assurance chômage telle que François Bayrou l'avait imaginé et que plein d'autres l'ont imaginé, on réduit quoi? Le montant de l'indemnité ou la durée d'indemnisation? Parce que c'est le grand débat qui est à chaque fois posé. Non, on met le paquet sur l'activation, c'est-à-dire sur le retour à l'emploi. Retour à l'emploi. Donc, modèle flexi-sécurité. Voilà, c'est-à-dire en fait... Parce qu'il y a Thibaut Guilluy à France Travail quand même. Voilà. C'est-à-dire accélérer le retour à l'emploi, visiter les entreprises, aller sur le terrain. Exactement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Donc on ne touche à rien. Non, mais c'est... Mettez-vous d'accord. Non, mais si vous activez plus, le retour à l'emploi rapporte beaucoup plus que les économies de coûts visibles. D'accord. Voilà. C'est une économie par la création de valeur, en fait. On touche à rien? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Le sujet, il est d'aider et d'accompagner le retour à l'emploi. C'est ça que les gens veulent, en fait. Donc c'est la mission de France Travail. Je ne pense pas que les gens qui démissionnent ou qui veulent en ressources personnelles ont pour désir d'arrêter de travailler. C'est pas la majorité des cas, en tout cas, voilà. C'est pas les gens que je rencontre. La démarche, elle est de changer d'emploi, ils veulent rebondir. Et donc, plus c'est facile de rebondir, et plus les gens sont en confiance, et plus on est confiance, moins on a besoin de confort. Ouais, à condition que certaines entreprises et managers fassent aussi l'effort de retenir leurs collaborateurs et pas de les laisser partir à la première engueulade, parce que c'est le sujet. On touche à quelque chose, Sylvain? Vous qui observez l'économie. Moi, il y a un débat qui me semble intéressant, c'est de moduler les indemnités de chômage à la conjoncture. Parce que c'est pas la même chose si on a 12% de chômage, si on a 5% de chômage. Dans les deux cas, on peut dire, écoutez, il y a quasiment plein emploi, donc vous pouvez faire plus facilement l'emploi, et les indemnités de chômage un peu, entre guillemets, de confort, qui sont parfois une réalité, on peut les réduire. Quand il y a beaucoup de chômage, c'est difficile de dire à quelqu'un, je vais te couper d'indemnité parce que c'est plus difficile. Donc cette modulation me semble intéressante. Débat passionnant, avec beaucoup de choses qui ont émergé. Merci à vous trois, messieurs, d'être venus dans le débat d'actu. On va se faire tirer les oreilles par nos... Il n'y avait que des hommes sur le plateau, nous dira-t-on. Merci à vous, Frédéric Bézier, Ace France. Merci à vous, Sylvain Bersinger, économiste Bersin, GECO.
votre entreprise. Et merci à vous, Laurent Capelletti, pour votre analyse, vos chiffres et votre langue sans bois au CNAM, chercheur au CNAM évidemment. Merci à l'équipe, merci à Nicolas Juchat, merci à Fabien à la réalisation, merci à Paul au son et merci à vous qui nous regardez et qui m'envoyez plein de messages. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.